Merci à Laurence Nem de nous recevoir dans cette très belle maison de Hébert, le cousin de Henri Bell. On sait que Stendhal n'aimait pas les théories, les idées générales, la déclamation, l'emphase. Il raconte qu'adolescent, il a failli se battre en duel avec un admirateur de Chateaubriand, dont lui-même détestait le style. Dans une lettre à Balzac, il dit qu'il aime les petits faits vrais, ceux qui révèlent le cœur des hommes, l'état des mœurs et de la société. Dans une auberge à Gières, sur un bateau, dans un salon, il écoute des paysans dauphinois, un cordonnier, un vicomte, raconter ces petites histoires, ces contes, ces anecdotes qu'il va collectionner toute sa vie. Comme en témoigne son journal, ses récits de voyage, ou même ses romans. Nous vous invitons donc à une lecture de ces petits faits vrais que Stendhal aimait à la folie et qui peignaient à merveille, dit-il, les mouvements du cœur humain. Les trois anecdotes que vous allez entendre sont empreintes de cet esprit de XVIIIe siècle, plein de légèreté et de libertinage. Ce sont en fait un peu des tableaux de Fragonard ou de Boucher. Voltaire et Diderot n'ont pas encore croisé Robespierre et Marat. On connaît en France l'anecdote de Mademoiselle de Sommery, qui, surprise en flagrant délit par son amant, lui nie le fait hardiment. Et comme l'autre se récrie, « Ah, je vois bien, lui dit-elle, que vous ne m'aimez plus. Vous croyez plus ce que vous voyez que ce que je vous dis. » Ça me rappelle une autre anecdote. Un jour, comme monsieur le duc de Saône ne venait jamais voir sa femme le soir, elle recevait l'abbé de Voisenon. Il s'y trouvait une nuit, dans un négligé assez embarrassant, parce que tout à coup on entend venir le duc. « Ah, nous sommes perdus !» s'écrie madame de Saône. « Mais non, reprend le petit abbé plein de sang-froid, nous sommes sauvés, si vous voulez bien faire semblant de dormir. » Et l'abbé se met à lire tranquillement. Le duc paraît à la porte, l'abbé, le doigt sur la bouche, lui fait signe de se taire et d'approcher du lit. Dès qu'il fut près du lit, « Vous êtes témoin, monsieur le duc, que j'ai gagné le pari. Madame la duchesse, qui se plaint de ne jamais dormir, a gagé ce soir que je n'oserais pas venir dans sa chambre à 1h du matin. J'ai renchéri et je dis que je me placerai dans son lit. Eh bien, m'y voici. » « Oh, mais il est déjà 1h du matin, dit le mari. » Et il alla consulter une pendule dans la pièce voisine. Après quoi, dans un profond silence, l'abbé se leva, s'habilla et s'en alla avec monsieur de Saône. Toujours à propos d'amour. Un jour, les 8 dignesses de Madame de Montcertain lui demandèrent ce que c'était que l'amour. Elle répondit « C'est une vilaine chose sale dont on accuse quelquefois les femmes de chambre et quand elles en sont convaincues, on les chasse. » Les pauvres jeunes gens ont loué une chambre où on les trouva asphyxiés. La jeune fille avait dit la veille en pleurant « Un jour, on reconnaîtra que j'ai toujours été sage. » C'est sur quoi l'autopsie du cadavre n'a laissé aucun doute. On a trouvé sur elle une lettre touchante dont on montrait la copie. En voici une phrase. « Je serai oubliée aussitôt qu'enterrée. Mais avant cet oubli final d'une pauvre fille malheureuse, j'espère qu'on dira dans tout Trécloître. Victorine fut parfaitement sage. »
Le curé n'était point vieux. La servante était jolie. On jasait, ce qui n'empêchait point un jeune homme d'un village voisin de faire la cour à la servante. Un jour, il cache les pincettes de la cheminée de la cuisine dans le lit de la servante. Quand il revint 8 jours après, la servante lui dit « Mais où avez-vous mis mes pincettes? Je les cherche depuis votre départ. C'est une bien mauvaise plaisanterie. » L'amant l'embrassa, les larmes aux yeux, et s'éloigna. Le curé n'était point vieux, la servante était jolie. On jasait, ce qui n'empêchait point un jeune homme du village voisin de faire la cour à la servante. Un jour, il cache les pincettes de la cheminée de la cuisine dans le lit de la servante. Quand il revint 8 jours plus tard, la servante lui dit « Dites-moi où vous avez mis mes pincettes que je cherchais depuis votre départ. C'est là une bien mauvaise plaisanterie. » L'amant l'embrassa, les larmes aux yeux, et s'éloigna. On a raconté devant moi le singulier suicide d'une jeune protestante de Grenoble. Elle avait les plus beaux yeux du Dauphiné, mais était parfois légère. C'est-à-dire que, quelquefois, elle ne refusait pas à certains de ses amis de se promener avec elle devant la boutique de sa mère. Ce qui passait aux yeux du voisinage pour un très grand crime, qui la haïssait, surtout à cause de sa religion. Rien de plus innocent, comme la suite la prouve. Victorine avait un caractère vif, gai. Elle aimait la joie, la plaisanterie. Un jeune homme du voisinage, sombre, catholique de religion, la blâmait d'abord avec emportement, puis en devint éperdument amoureux. D'abord, la jeune personne se moqua de lui, puis elle l'aima. Les parents du jeune homme se sont refusés avec indignation à ce mariage avec une jeune fille à la gaieté si suspecte et protestante de surcroît. Les jeunes gens ont employé tous les moyens pour fléchir les parents. Et à la fin, ils ont trouvé ce moyen si simple aujourd'hui, se tuer. La veille du jour, qui devait être le dernier, le jeune homme apporte 100 francs au chirurgien et lui dit : « J'aurai un duel un de ces jours. Si je succombe, donnez-moi votre parole de faire l'autopsie des cadavres. Cela est essentiel à la paix de nos derniers moments. Vous êtes un homme de sens et vous me comprendrez dans 3 jours. Rappelez-vous que je compte sur votre honneur, c'est l'honneur qui me fait parler. » Nous sommes en 1793, en pleine tourmente révolutionnaire. Lyon, ville royaliste, s'est rebellée. Les troupes républicaines de la Convention ont repris la ville de vive force. C'est l'heure de la répression. Après la prise de Lyon, on conduisait une 50aine de Lyonnais, attachés par les bras, 2 à 2, jusqu'à la plaine de Brotteaux, où ils devaient être fusillés.
Tout en marchant, un de ces braves gens parvient à délier à moitié son bras droit, lié au bras gauche de son compagnon d'infortune. « Achevez de vous délier, dit-il à voix basse, et à première vue d'une rue, vite, sauvons-nous à toutes jambes. »« Ouh, que dites-vous là ?» répond le compagnon indigné, « mais vous allez me compromettre. » Ce petit mot peint le courage mouton de l'époque et cette petite quantité de présence d'esprit dans les dangers qu'une civilisation étiolée avait laissés aux Français. Ce n'est point ainsi qu'on agissait pendant les guerres de religion. Relisez les naïfs et admirables journaux de l'époque d'Henri III et d'Henri IV. On dirait vraiment un autre peuple. Je ne connais qu'une chose qu'on fasse très bien à Lyon, c'est manger. On y mange admirablement, et bien mieux qu'à Paris. Les légumes, surtout, ils sont divinement préparés. À Londres, j'ai appris que l'on cultivait 22 sortes de pommes de terre, mais à Lyon, il y a 22 manières différentes de les apprêter. Lors de l'un de mes voyages, je fus conviée dans une société de ces gens qui savent dîner. Ces messieurs, au nombre de 10, se réunissent 4 fois la semaine, chacun à son tour. Celui qui manque au dîner est obligé de donner 12 bouteilles de vin de Bourgogne. Ces messieurs ont des cuisinières et non des cuisiniers. À ce dîner, point de politique, passionné, point de littérature, point de mots d'esprit. L'unique affaire est de bien manger. Un plat était-il excellent, on gardait un silence religieux en le dégustant. Du reste, chaque plat était jugé sévèrement et sans complaisance, sans pitié même pour le maître de maison. Dans les grandes occasions, on faisait venir la cuisinière pour recevoir les compliments, qui souvent n'étaient pas unanimes. J'ai vu, spectacle touchant, une de ces filles, grosse marmitonne de 40 ans, pleurer de joie à l'occasion d'un canard aux olives. Soyez convaincus qu'à Paris, nous ne connaissons que la copie de ce plat-là. Mon grand-père était mon camarade, sérieux et respectable. Mon ami, auquel je disais tout, était un garçon fort intelligent, nommé Lambert, valet de chambre de mon grand-père. Mes confidences ennuyaient souvent Lambert, et quand je le serrais de trop près, il me donnait une petite calotte bien sèche et proportionnée à mon jeune âge. Je ne l'aimais que mieux. Son principal emploi, qui lui déplaisait fort, était d'aller chercher des pêches à Saint-Vincent, près le Fontanil, domaine de mon grand-père. Il y avait près de cette chaumière que j'adorais des espaliers fort bien exposés qui produisaient des pêches admirables, délicieux. Il y avait des treilles qui produisaient d'excellents lardons, une sorte de chasse-là. Celui de Fontainebleau n'en est qu'une pâle copie. Tout cela arrivait à Grenoble dans 2 paniers placés à l'extrémité d'un bâton plat, et ce bâton se balançait sur l'épaule de Lambert, qui devait ainsi faire les 4 milles qui séparent Saint-Vincent de Grenoble.
Lambert avait de l'ambition, il était mécontent de son état, pour l'améliorer, il entreprit d'élever des vers à soie. À l'exemple de ma tante Séraphie, qui s'abîmait la poitrine en faisant des vers à soie à Saint-Vincent. Pendant ce temps, je respirais à la maison de Grenoble, dirigée par mon grand-père et la sage Élisabeth. Elle devenait agréable pour moi, cette maison. Je me hasardais quelquefois sans l'indispensable compagnie de Lambert. Ce meilleur ami que j'eusse avait acheté un mûrier près de Saint-Joseph et il élevait ses vers à soie dans la chambre de quelques maîtresses. En ramassant, cueillant lui-même les feuilles de ce mûrier, il tomba. On nous le rapporta sur une échelle. Mon grand-père le soigna comme un fils. Mais il y avait commotion au cerveau. La lumière ne faisait plus jour, ne faisait plus impression sur ses pupilles. Il mourut au bout de 3 jours. Il poussait dans le délire qui ne le quitta jamais, des cris lamentables qui me perçaient le cœur. Je connus la douleur pour la première fois de ma vie. Je pensais à la mort. L'arrachement produit par la perte de ma mère avait été de la folie où il entrait, ce qu'il me semble, beaucoup d'amour. La douleur de la mort de Lambert fut de la douleur comme je l'ai éprouvé tout le reste de ma vie, une douleur réfléchie, sèche, sans larmes, sans consolation. J'étais navré et sur le point de tomber, ce qui fut vertement blâmé par Séraphie, en entrant 10 fois le jour dans la chambre de mon ami, dont je regardais la belle figure. Il était mourant et expirant. Je n'oublierai jamais ses beaux sourcils noirs et cet air de force et de santé que son délire ne faisait qu'augmenter. Qui se souvient de Lambert aujourd'hui, autre que le cœur de son ami? Je me suis promené ce matin avec un beau jeune homme fort instruit et parfaitement aimable. Il écrivait ses confessions, mais il les écrivait avec tant de gras, tant de subtilité, que son confesseur le lui a défendu. Vous jouissez une seconde fois de vos péchés en les écrivant ainsi. Dites-les-moi plutôt de vive voix. Eh bien moi, hier, vers les 4 heures de l'après-midi, par une soirée superbe, comme le bateau remontant rapidement la Loire, passait en revue les maisons de campagne et les longues files de saules et d'acacias monotones qui peuplent les environs du fleuve, on arrête la machine pour donner audience à un petit bateau qui amène des voyageurs. Le premier qui paraît sur le pont est un prêtre, en petit collet. Ensuite viennent 2 femmes plus ou moins âgées. La 4e personne était une jeune fille de 20 ans avec un chapeau vert. Je suis resté immobile et ébahi à regarder. Ce n'était rien moins qu'une des plus belles têtes que j'ai rencontrées de ma vie. Si elle ressemble à quelques parangons de beauté déjà connus, c'est à la plus touchante des vertus. Une sculpture de Michel Colomb qui orne le tombeau du duc François à la cathédrale de Nantes.
J'ai jeté mon cigare dans la Loire, apparemment avec un mouvement ridicule de respect, car les femmes âgées m'ont regardé. Leur étonnement me rappelle à la prudence, et je m'arrange de façon à pouvoir contempler la vertu, Michel Colomb, sans être contrarié par le regard méchant des êtres communs. Mon admiration s'est constamment accrue tout le temps qu'elle a passé dans le bateau. Le naturel, la noble aisance, provenant évidemment de la force du caractère et non de l'habitude d'un rang élevé. L'assurance décente ne pouvait assez se louer. Cette figure, à 1000 lieues de la petite affectation des nobles demoiselles du faubourg Saint-Germain, dont la tête change d'axe vertical à tout moment, elle est encore plus loin de la beauté des formes grecques. Les traits de cette belle Bretonne au chapeau vert sont au contraire profondément français. Quel charme divin! N'être la copie de rien au monde. Donner aux yeux une sensation absolument neuve. Aussi mon admiration ne lui a pas manqué, j'étais absolument fou. Les 2 heures que cette jeune fille a passées dans le bateau m'ont semblé 10 minutes. À peine ai-je pu former ce raisonnement, mon admiration est fondée sur la nouveauté. Je n'ai pu avoir d'autre sensation que l'admiration la plus vive, mêlée d'un profond étonnement. Jusqu'au moment où cette demoiselle, accompagnée de 2 jeunes femmes âgées et du prêtre, est débarquée à Nantes avec tout le monde. En vain, ma raison me disait qu'il fallait parler de la première chose venue, à l'ecclésiastique, et que bientôt je me trouverais en conversation réglée avec les dames. Je n'en ai pas eu le courage. Il eût fallu me distraire de la douce admiration qui échauffait mon cœur pour songer aux balivernes polies qu'il convenait d'adresser au prêtre. J'avoue qu'au moment du débarquement, j'ai eu à me faire violence pour ne pas suivre cette dame de loin, ne fût-ce que pour voir quelques instants de plus les rubans du chapeau vert. Le fait est que pendant 2 heures, je n'ai pu trouver un défaut à cette figure céleste, ni dans ce qu'elle disait, et que j'entendais fort bien, une raison pour la moins aimer. Après cette rencontre d'un instant et les illusions dont malgré moi mon imagination l'a embellie, il n'était plus au pouvoir de rien à Nantes de me sembler vulgaire ou insipide. Mais on oublie, et par la suite désennuyer ma journée en montant sur le bateau à Toulon à 3 heures par un vent violent. Personne ne se tenait sur le pont. Le vent me jetait la pluie au visage et je tenais mon chapeau d'une main constamment. Cette baie de Toulon, grande contre un petit lac, était parfaitement agitée. Et cependant, pour tout dire, le bâtiment ne dansa point. J'ai été amusée par la galanterie d'un matelot transi avec une fort jolie femme qui était sortie sur le pont à cause des grosses chaleurs. Il l'a couverte d'un voile pour l'abriter un peu, elle et son enfant. Mais le vent violent s'engouffrait dans le voile et le dérangeait. Lui, il chatouillait la belle voyageuse
et la découvrait en faisant semblant de la couvrir. Il y avait beaucoup de gaieté, de naturel, de grâce dans cette action qui a duré 1 heure. Ceci se passait à 1,5 pied de moi. Son ami, non galantisé, faisait attention à moi et me disait « Ce monsieur se mouille ». J'aurais dû parler avec elle, c'était une belle créature. Mais la vue de la grâce me faisait plus de plaisir. La belle prévenait le matelot quand elle pouvait, à une de ses premières galanteries, qui était un mot à double entente. Elle lui a répondu vivement « Merde !» Il y a 3 ans qu'à Uzerche, une des plus pittoresques villes de France et des plus singulièrement situées, je fus témoin d'une façon nouvelle de guérir les rhumatismes. Pour cela, il faut jeter un gros peloton de laine filée à la statue du saint, patron de la ville. Mais les croyants sont séparés du saint par une grille de 20 pieds. Et pour faire effet, il faut que le peloton de laine lancé par un homme qui a un rhumatisme à la jambe gauche, par exemple, atteigne précisément la jambe gauche du saint. Le malade donc lance des pelotons fort gros jusqu'à ce qu'il ait atteint le saint sur la partie du corps dont il a à se plaindre. Et l'on veut que le clergé tolère la liberté de la presse. Autre chose, dans une ville voisine, on a l'usage d'enfermer les fous dans la crypte, dans l'église souterraine de l'église principale du village. Et demandai-je au bedeau, les fous, ils sont guéris? Oh, monsieur de mon temps, on en a mis 3, mais ça n'a pas bien marché. Ils criaient beaucoup. Et l'un d'eux est devenu perclus de rhumatisme, il a fallu le retirer. Il y a quelques mois qu'une femme mariée de Melito, connue par sa piété ardente autant que par sa rare beauté, eut la faiblesse de donner rendez-vous à son amant, dans une forêt de la montagne, à 2 lieues du village. L'amant fut heureux. Après ce moment de délire, elle restait plongée dans un morne silence. Pourquoi tant de froideur? Je songeais au moyen de nous voir demain. Cette cabane abandonnée dans ce lieu sombre est le lieu le plus convenable. L'amant s'éloigne. La malheureuse ne revint point au village et passa la nuit dans la forêt, occupée, ainsi qu'elle l'a avoué, à prier et à creuser 2 fosses. Le jour paraît, et bientôt l'amant, qui reçoit la mort des mains de cette femme dont il se croyait adoré. Cette malheureuse victime du remords ensevelit son amant avec le plus grand soin, vient au village où elle se confesse au curé et embrasse ses enfants. Elle retourne ensuite dans la forêt où on la trouve sans vie, étendue dans la fosse creusée à côté de celle de son amant. J'aimerais donner à voir ce que c'est que la tranquillité d'une belle romaine. Je suis convaincu qu'un homme qui n'est jamais sorti de France ne peut s'en faire une idée. À Paris, l'usage du monde se marque par un mouvement imperceptible de la bouche qui peu à peu devient une habitude, un tic. Une romaine, elle, regarde la figure de l'homme qui lui parle comme le matin à la campagne vous regardez la montagne.
Elle se croirait extrêmement sotte de montrer des dispositions à sourire avant qu'on lui dise quelque chose qui mérite qu'elle rie. C'est une parfaite immobilité de leurs traits qui rend si flatteuse la moindre marque d'intérêt. J'ai suivi à la campagne quelquefois 3 jours de suite l'expression des traits d'une jeune romaine. Ils étaient immobiles, et rien ne les faisait sortir de cette expression. Ils n'avaient point d'humeur, ils n'étaient point sévères, hautains, ni rien de ce genre. Ils étaient seulement immobiles. L'homme le plus philosophe se dit « Ah, quel bonheur de rendre folle une femme pareille !» J'aimerais donner à voir ce que c'est que la tranquillité de physionomie d'une belle romaine. Je suis convaincu qu'un homme qui n'est pas sorti de France ne peut s'en faire une idée. À Paris, l'usage du monde se marque par un mouvement imperceptible des yeux ou du coin de la bouche qui petit à petit devient une habitude, un tic. Une romaine, elle, regarde la figure de l'homme qui lui parle, comme le matin à la campagne, vous regardez la montagne. Elle se croirait extrêmement sotte de montrer des dispositions à sourire avant qu'on lui dise quelque chose qui mérite qu'elle rie. C'est cette parfaite immobilité de leurs traits qui rend si flatteuse la moindre marque d'intérêt. J'ai suivi à la campagne quelquefois 3 jours de suite l'expression des traits d'une jeune romaine. Ils étaient immobiles, et rien ne les faisait sortir de cette expression. Ils n'avaient point d'humeur, ils n'étaient point sévères, hautains, ni rien de ce genre, ils étaient simplement immobiles. Hein? L'homme le plus philosophe se dit « Ah, quel bonheur de rendre folle d'amour une belle femme !» Un monsignor romain, stupide et fin à couper au couteau, avait permis au comte C de faire son portrait. Le comte, excédé de la stupidité de son modèle, ne sachant que lui dire, s'écrie tout à coup « Vous aurez une mine vraiment imposante quand vous serez pape. » L'abbé rougit beaucoup et ajoute enfin en baissant les yeux « Je vous avouerai que j'y ai souvent pensé. » Un jeune homme appartenant aux grandes familles et un habile intrigant songeant également à devenir prélat. Un monsignor employé se voit cardinal et il n'est pas de cardinal qui ne songe à la tiare. Voilà ce qui chasse l'ennui dans la haute société. Mais vous-même, ô lecteurs, qui riez de leur folie et des ruses de la politique romaine, que deviendriez-vous si vous saviez qu'un prix de 100 millions sera tiré au sort d'ici à 7 ans entre 40 de vos amis et vous? Quelle tête ne tournerait pas à cette idée? Il y a 3 jours qu'un monsieur Smith, anglais établi à Lyon depuis près de 10 ans, a jugé opportun de quitter la vie. Il a avalé un flacon d'acide prussique. 2 heures après, il était fort malade, mais il ne mourait point. Et pour passer le temps, il se roulait sur le plancher. Son hôte, honnête cordonnier, travaillait dans la boutique en dessous.
Étonné de ce bruit et soucieux qu'on lui gâtât ses meubles, il frappa à la porte, puis entra par une porte derrière. Il fut effrayé par la position de son anglais et on va chercher M. Travers, le chirurgien qui soignait le malade. Le chirurgien arrive, médicamente l'anglais et le remet sur pied. Puis il lui dit « Mais que diable avez-vous donc bu ?»« De l'acide prussique. »« Impossible. 6 gouttes vous auraient tué en un clin d'œil. » »« On m'a bien dit que c'était de l'acide prussique. » »« Et qui vous l'a vendu ?»« Un petit apothicaire du quai de la Saône. »« Mais vous vous servez ordinairement chez votre voisin Girard, là, vis-à-vis la porte, le premier pharmacien de Lyon. » »« Il est vrai. Mais la dernière fois que j'ai acheté une médecine chez lui, j'ai dans l'idée qu'il me l'a vendue trop cher. » L'amour physique a aussi ses coups de foudre. Nous avons vu hier la plus jolie femme et la plus facile de Berlin rougir tout à coup dans sa calèche où nous étions avec elle. Le beau lieutenant Findorf venait de passer. Elle est tombée dans une rêverie profonde, dans l'inquiétude. Le soir, à ce qu'elle m'avoua, elle avait des folies, des transports. Elle ne pensait qu'à Findorf, auquel, notez bien, elle n'a jamais parlé. Si elle eût osé, me dit-elle, elle l'eût envoyé chercher. Cette jolie figure présentait donc tous les signes de la passion la plus violente. Cela devait durer encore le lendemain. Au bout de 3 jours, Findorf ayant fait le nigaud, elle n'y pensa plus. 1 mois après, il lui était odieux.